Marine, Bonjour ravie de Émilie. t'accueillir aujourd'hui. Marine, on se connaît depuis 5 ans. Mm. On s'est rencontrés il y a 5 ans. Est-ce que tu te souviens à l'époque pourquoi tu es venue me voir? Oui, je m'ennuyais dans mon travail alors que en discutant dans mon entreprise, on me disait que le poste il était super sympa, qu'il y avait plein de choses à faire et qu'on ne comprenait pas pourquoi moi je m'ennuyais. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé ton nom et je me suis dit il faut que j'aille voir quelqu'un qui va m'aider à comprendre pourquoi je m'ennuie alors que personne ne comprend. Ouais, je me souviens très bien. Effectivement, à ce moment-là, tu commençais à avoir une grosse lassitude dans ton travail. Oui. Tu comprenais pas trop pourquoi. Tu te sentais un petit peu seule, il me semble, à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'était de faire le point là-dessus. Et Oui. donc, on s'est rencontrés. On s'est vus 4-5 fois, quelque chose comme ça. Oui. Et quelques temps après, tu es revenue me voir. Pourquoi? Parce que là, à l'époque, je travaillais en finance et on me proposait un poste de chef de projet en me disant que pour eux, en interne, j'avais des compétences vraiment pour aller dessus. Je ne savais pas si je voulais changer de métier, changer d'entreprise. Je savais que mon poste actuel ne me convenait plus, mais je ne savais pas s'il fallait accepter le poste parce que je ne savais pas les raisons de ma motivation pour aller dessus. Donc j'ai préféré venir te voir et c'est là que tu m'as dit vaut mieux faire un bilan de compétences pour vraiment tout aplanir et prendre le temps pour prendre la décision. Et alors, du coup, c'était quoi les symptômes à l'époque qui font que tu enclenches cette démarche? Je m'ennuyais dans mon travail alors que je bossais beaucoup, que j'avais plein de choses à faire, j'avais une belle équipe à manager, donc il y avait... En fait, quand on regardait la description du poste, il était vraiment intéressant. Sauf qu'en fait, je bossais beaucoup, mais je m'ennuyais. J'arrivais pas j'avais pas un gros plaisir à aller au boulot le matin, sauf pour aller boire des cafés et me marrer avec mes collègues, parce que j'avais des super collègues. Mais en soi, le métier et le travail enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'ennuyait, quoi. Tu étais plus stimulée Non, intellectuellement. non. Donc, ce qui te retenait à ce moment-là, c'était quand même tes collègues de travail, il y avait une ambiance Ah oui. sympa. Ouais. En fait, tu n'étais pas vraiment mal. Est-ce que tu saurais me dire à l'époque ton niveau de bien-être au travail, ton niveau de satisfaction professionnelle? Si tu devais me mettre une note à l'époque, tu mettrais Mais je combien? crois qu'à l'époque, je l'ai mis dans mon entretien annuel, ça devait être 4 ou 5 sur 10. 4 ou 5 sur 10. Clairement, c'était mes collègues et l'ambiance de la boîte qui était cool qui me faisait rester. Et un truc qui m'a alertée, c'est que le peu de fois à l'époque où on se mettait en télétravail, mais j'avais pas du tout envie de me mettre derrière mon ordinateur, mais vraiment pas. Je trouvais toujours un truc à faire, lancer une lessive ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible de pas avoir envie à ce point-là de bosser à la maison, c'est que mon métier me convient pas, quoi. Et alors, du coup, explique-nous comment tu en es arrivée à faire ce métier-là à l'époque. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le processus? Je dirais pas que c'était un vrai choix, en fait. Je l'ai pas vraiment choisi. Ça se passait bien à l'école, mais j'avais pas besoin de beaucoup travailler. J'ai passé mon bac, ça marchait bien en scientifique, et à l'époque, faire S, SPE Maths, c'était un peu le Graal. Donc je suis allée naturellement vers ces voies-là parce que c'était facile. Et puis après, en gros, je savais juste que je voulais pas faire médecine. Il y avait beaucoup d'ingénieurs ou d'écoles de commerce dans ma famille, donc j'ai suivi cette voie-là. D'ailleurs, en y repensant, à l'époque, je faisais beaucoup de violoncelle. Ma prof de violoncelle m'avait proposé d'en faire mon métier et je m'étais dit, je peux pas faire ça. Enfin, je pense que c'était trop exotique, quoi. donc voilà, donc en fait, j'ai un peu fait par déduction. À un moment, je voulais être psychologue, je voulais être architecte. J'ai fait les stages de 3-4 jours qu'on fait en troisième ou seconde, je sais plus trop. Je me suis dit que c'était pas trop mon truc quand même. Et du coup, en fait, en éliminant, j'ai plutôt éliminé des choses et du coup, je suis partie en école de commerce. Et pareil, ça se passait bien en scientifique, en maths. Alors je suis partie en finance parce qu'aussi on disait que le finance c'était le plus difficile, c'était ce qui était bien, quoi. Donc j'ai fait ça. Voilà. Donc, plus petite, il y a des envies d'être psychologue, architecte, et c'était trop exotique aussi, ça ou... Non, parce que pour moi c'était plutôt un vrai métier. Être musicienne, c'était pas un vrai métier. Ça veut dire, dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs dans l'industrie, donc le travail c'est difficile, on travaille beaucoup, c'est très cadré, voilà. On a beaucoup de responsabilités, aller faire des concerts le soir et pas bosser la journée c'est bizarre, pas avoir d'horaire c'est bizarre. Enfin, je pense que le contexte du travail, la façon dont il était fait, par exemple pour être musicienne, pour moi c'était pas un travail, quoi. Ouais, Ce qui d'accord. est bizarre. Et donc voilà.
Donc, il fallait un travail où c'est un peu laborieux, quoi. Ouais. C'est ça? Il fallait prendre du plaisir au travail, c'est suspect. Et carrément. Ouais, complètement. Ça, j'ai mis hyper longtemps à faire sauter cette belle croyance limitante. Où pour moi, il fallait que ce soit dur, fallait un peu souffrir, quoi. Fallait un peu souffrir, sinon ça n'avait pas trop de valeur. Ouais, il fallait un peu se faire mal intellectuellement. Je pense que c'est pour ça que je suis partie en finance. Il fallait un peu ça devait être un peu dur, quoi. Donc tu te faisais mal en finance? Un peu, je pense. Ouais, un peu. Et qu'est-ce qui te faisait mal dans ce En métier? fait, il faut un peu se prendre la tête, quoi. Pour moi, c'était un peu ça, quoi. Donc, finance, c'est un peu plus, on va dire, technique, difficile. Il y a des problèmes, voilà, il faut quand même bien creuser. On se retrouve à manipuler beaucoup de choses. Il faut arriver à bien tout emboîter. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce métier-là et aujourd'hui, je le fais pour mon entreprise et j'adore faire cette partie-là et elle est facile pour moi. Donc, c'est cool. C'était pas une erreur non plus d'être partie là-dedans. Mais oui, un peu difficile parce qu'en plus, il y a toute une partie, je trouve, en finance, on voit souvent les gens derrière leur ordi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe quasiment dès le début quand j'ai travaillé. Donc, j'ai beaucoup passé de temps à manager et au-delà de ça, c'est que la finance, c'est aussi faire parler les chiffres. Donc ça, je trouvais ça super sympa d'arriver à avoir des chiffres dans un tableau et arriver à dire concrètement, ça veut dire qu'il se passe ça dans l'entreprise. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant. Mais il faut savoir se faire un peu mal quand on sort un bilan, un compte de résultat, pour savoir lire les chiffres et tout, c'est un peu... Ce qui te pesait beaucoup, il me semble, c'est il y a ce côté analyse qui est plutôt positive et que aujourd'hui tu trouves dans ce que tu fais. Tu nous diras tout de suite après ce que tu fais aujourd'hui. Donc tu as ce côté gestion qui reste présent. Ce qui te déplaisait, il me semble, c'est de ne pas voir concrètement l'utilité de ce que tu faisais tout de suite et la mobilité, le fait d'être toujours derrière un ordinateur. Il me semble que c'était quelque chose qui te pesait aussi. Alors ce qui est fou, c'est que ça me pesait, mais franchement, j'y passais pas beaucoup de temps derrière l'ordinateur parce que, comme je te disais, j'ai eu la chance d'avoir une équipe assez rapidement et on m'a vite mis sur des projets où en fait je passais beaucoup de temps à discuter avec des personnes qui allaient mettre en place des choses et moi je le transformais en chiffres ou j'en parlais à mon équipe pour le faire. Donc j'avais pas cette image quotidienne du comptable qui est derrière son ordi toute la journée. Moi franchement c'était quand même assez limité, donc ça c'était cool, mais ça me déplaisait déjà alors que j'avais conscience par rapport à mes autres amis en finance que j'étais hyper privilégiée là-dessus. J'ai perdu le fil parce que je voulais répondre à une de tes questions. C'était par rapport à... Je te parlais de... Alors, je t'ai posé la question de la Donc, ce qui me déplaisait, c'était ça. Et un autre point qui me déplaisait, et je m'en rends vraiment compte aujourd'hui, c'est qu'en finance, en fait, ce qui est canon, c'est qu'on est au milieu de la stratégie de l'entreprise et on est souvent au fait des informations bien en amont par rapport à d'autres services. Donc ça, c'est super intéressant. Ce qui est très frustrant, c'est qu'on ne prend jamais de décision. En fait, on est toujours en conseil, on est toujours en back-office. On est toujours en train de conseiller les gens, on va chiffrer des choses dans tous les sens en disant voilà, financièrement, on vous dit que ça, c'est pas génial, on irait plutôt vers cette option-ça. Mais c'est pas moi qui prends la décision au final. Sauf parce que je vais implanter un ERP pour la partie finance, mais c'est des projets qui sont très limités. Donc on est toujours en back-office et au bout d'un moment, c'est frustrant de conseiller, d'essayer d'avoir de l'influence pour que les personnes prennent nos avis, mais qu'au final... Voilà, un comité de direction qui dit super, vous avez bossé une semaine, on a entendu ce que vous avez dit, mais on ne prend pas cette décision comme vous nous l'orientez. On dit c'est un peu frustrant, quoi. Ouais, tu avais besoin d'être aux commandes, en fait. Ouais. Ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Moi, j'aime bien parler d'exigence et de bienveillance, et tu es passé de l'ultra-exigence à l'ultra-bienveillance, et tu n'as pas réussi, dans tes expériences-là, à mixer les deux, en fait, finalement, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu utilises dans ton activité actuelle ? Oui, je l'utilise parce que je trouve que du coup, je travaille avec les enfants. On n'a pas le droit à l'erreur avec les enfants et du coup, il faut qu'il y ait une exigence qui soit extrême. Pour autant, je trouve que je n'arrive pas à retrouver le niveau d'exigence que j'avais avant envers les autres. C'est-à-dire que je vois ce qui ne me plaît pas, mais je ne le dis plus. Parce que je pense que j'ai été un peu déformée dans ma deuxième expérience où... à défaut de bienveillance, en fait, on devenait laxiste, je dirais. Enfin, on devenait même, c'était négatif, quoi. Donc ça, c'est un truc où j'aimerais bien remonter le niveau de me dire, allez, je le dis, et puis ça me plaît plus, je laisse plus passer. Mais par contre, c'est hyper important pour moi de bien m'entendre avec l'équipe, que ça se passe bien. J'aime pas les conflits pour les conflits, ce qu'il y avait dans ma première expérience. Donc au final, c'est un bel équilibre qui est hyper important pour moi et qui...
Ouais. Donc en fait, de ces 2 expériences-là, tu en tires beaucoup d'enseignements pour Ouais. ton activité actuelle. Ouais. Alors justement, on va y aller. Hein. Tu vas nous raconter. Alors, on a donc entamé à ce moment-là le bilan de compétences. On a vu effectivement que tu avais besoin d'être ton propre patron. On a vu les secteurs d'activité à ce moment-là qui pouvaient te convenir. Tu as fait pas mal de recherches et tu en es arrivé à un projet. Vas-y, décris-nous, explique-nous. Aujourd'hui, je suis gérante de microcrèche, donc à mon compte. En fait, c'est hyper logique d'avoir fait ça. Moi, je dis souvent que tu m'as aidé à assembler les pièces du puzzle que j'avais. C'est juste que j'arrivais pas à les assembler. Comme j'ai dit juste avant, je voulais être psychologue. Avec les enfants, il en faut beaucoup. Et ça me passionne de voir la psychologie des enfants et l'évolution des enfants. Architecte, j'ai dû beaucoup l'utiliser pour aménager la crèche. C'est un vrai sujet d'aménagement avec la PMI, tout ça, donc trop bien. Finance, je l'utilise tous les jours. Et heureusement, parce que le budget d'une microcrèche, c'est pas large. Donc, faut savoir bien gérer. Et puis, de toute façon, il faut savoir gérer une trésorerie quand on est à son compte. Donc, en fait, tout s'emboîte. Enfin, tout est super logique, en fait, d'avoir fait ça. J'ai perdu le fil de ta question, du coup. Bah, tu nous as expliqué. Et justement, à l'époque, encore une fois, je me souviens d'une de tes craintes. On en avait parlé la dernière fois quand je t'ai appelé pour préparer l'interview. Je me souviens qu'une de tes craintes, c'est que quand tu es venue me voir, tu étais enceinte de ton premier enfant. Ouais. Et tu te demandais s'il n'y avait pas une espèce de vieille projection de « Ah voilà, je suis enceinte et du coup j'ai envie d'ouvrir une crèche ». Tu avais peur de ça. Peut-être aussi parce que quand on parlait autour de toi, on t'a peut-être renvoyé ça à ce moment-là. Exactement. Ouais, on t'a renvoyé ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, ça va? Tout va bien? Ouais, ça confirme que ça n'a rien à voir. C'est juste que ça arrivait sur la même période, donc en fait, ça pouvait porter à confusion. Et en effet, on m'a vraiment fait ce miroir-là. Je me souviens c'est marrant, sur le parcours, je trouve que je me souviens de phrases de quelques personnes hyper précises. Et je me souviens qu'après mon accouchement, j'avais un rendez-vous avec ma sage-femme, et quand elle m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que j'allais ouvrir une microcrèche, et elle a soufflé, genre... Et ça m'a marqué sa réaction, et en fait, parce qu'en fait, elle en voit plein des nanas comme ça qui ont envie au moment d'avoir des enfants et de changer de vie, mais en fait, moi, c'était plus profond que ça. Mais je me souviens de sa réaction en me disant, bon, bah, en fait, elle en voit plein des personnes qui ont envie, mais qui vont pas jusqu'au bout. Et ça, je l'ai eu, mais tellement de fois, quoi. Donc, je pense que ça m'a perdue aussi, et j'avais vraiment peur de ça, mais c'est pas du tout le cas, et je m'en rends bien compte maintenant, quoi. Et du coup, comment tu as fait à ce moment-là? Parce que, voilà, effectivement, quand on lance un nouveau projet, autour de nous, on a des personnes bienveillantes. Et bon, même les personnes qui soufflent peuvent être bienveillantes dans l'absolu, peut-être parce qu'elles ont peur, c'est souvent leur propre peur qu'elles nous renvoient. Donc, tu as eu un panel, j'imagine, de réactions, dont des réactions un peu dubitatives. Comment tu as fait pour garder le cap à l'époque? Alors, plusieurs choses, c'est que je pense que j'ai une certaine capacité de résilience. Ça, j'ai déjà pu le tester dans des expériences avant, et je sais qu'on m'a déjà fait le retour là-dessus. Donc voilà, je sais que c'est Voilà, je suis pas du genre à laisser tomber à la première occasion. Par contre, je me souviens qu'on en avait discuté ensemble, j'ai quand même essayé d'en faire quelque chose, de me dire si ça me fait réagir ou si ça m'affecte. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Je me souviens typiquement que pour la réaction de cette sage-femme, je me suis dit, mince, est-ce que j'arrive pas trop tard? Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont en train de monter des micro-crèches, et je vais arriver trop tard sur le marché. En fait, c'est pas le cas, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui essayent, mais peu qui vont jusqu'au bout. Du coup, j'ai essayé de garder en fait ces remarques-là qui m'ont touchée ou affectée pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière, et est-ce qu'il y avait un vrai sujet pour que ça me touche comme ça. Et après, en discutant avec toi, il y a des personnes où je sais que j'ai arrêté de parler de mon projet. Typiquement, ma mère, j'en parlais plus. La première chose qu'elle m'a dit, c'est quand je lui ai dit que j'allais monter une microcrèche, c'était « Mais comment tu vas faire quand tu auras une mort subite du nourrisson ?» Oui, je dis « Mais qui fait ça ?» Mais en fait, il s'avère qu'elle en a vécu une en personnel, donc je comprends sa réaction. Mais du coup, des trucs comme ça, je dis « C'est tout, il faut plus que j'en parle avec elle, parce qu'elle me donne trop de négatif et pas assez de positif. » Donc ça, c'est toi qui m'as aidé aussi à faire ce tri, donc de se dire, il y a des personnes, c'est tout, il faut que j'occulte ce qu'elles me disent, et de me dire par moment, peut-être qu'il y a des choses où il y a quelque chose à creuser derrière. Je sais que cette sage-femme, ça m'a vraiment interpellée, parce que je me suis dit, mais peut-être que je vais arriver trop tard, je vais créer une micro-crèche, et après il y en aura trop, je n'arriverai pas à en faire d'autres, quoi. Donc ça m'a permis aussi de dire, ok, il faut que
Je bench un peu tout ce qui se passe pour voir si, en effet, j'arrive trop tard ou pas, quoi. Donc voilà, j'ai essayé tu t'es servi finalement des commentaires positifs comme parfois des commentaires plutôt négatifs. Quand tu les as observés, tu n'as pas mis ça sous le tapis, parce que bon, ça aurait été probablement une erreur selon les personnes. Selon les personnes. Certains feedbacks qui te touchaient particulièrement, où là, tu t'es dit, bon, il faut que j'aille regarder un peu ce que ça me raconte. Est-ce que réellement j'ai des raisons de m'inquiéter ou est-ce que finalement je peux m'apaiser? Donc, tu as utilisé, entre guillemets, ces feedbacks pour aussi avancer dans ton projet. Oui, c'est ça. Super, merci. Mais il y a quand même des moments où ça m'a mis un peu le moral dans les chaussettes, où voilà, c'est tout. Mais il faut savoir avancer parce que... Mais c'était un bon test parce que créer une micro-crèche, c'est très très long, surtout le déroulé, surtout avec le Covid, ça a été vraiment... Ça a pris bien 2 ans. C'est super long pour un entrepreneur de mettre 2 ans à juste créer son entreprise, ça paraît fou. Et du coup, il y a des moments où c'était plus difficile, mais ça m'a permis aussi de tester le projet, de me dire, mais en fait, si je continue, alors qu'il y a des moments où vraiment je me demande pourquoi je fais ça et si je vais y arriver, c'est que c'est le bon projet. Donc c'était un bon test au final. Donc ça, c'est top aussi. Si ça avait été trop facile, finalement, ça n'aurait pas forcément eu la même valeur. Puis quelque part, si c'était plus facile, il y aurait peut-être beaucoup plus de micro-crèches ouvertes et aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça ne créerait pas le même projet pour toi. Donc constater que tu persévères, que peut-être, oui, à un moment donné, tu as un feedback négatif, le moral redescend, puis 2-3 jours plus tard, tu prends du recul et tu arrives à retrouver du positif. Finalement, d'observer ça t'a plutôt donné confiance petit à petit en ton projet. Ça t'a maintenu dans la je pense surtout que ça m'a permis de, moi, me sentir plus crédible. Parce que du coup, ayant pas mal de temps, parce que la PMI ne répondait pas à cause du Covid, et parce que créer une micro-crèche, c'est long d'office, pour plein de choses administratives, ça m'a permis de me décider à aller passer mon CAP. Je voulais le faire, mais du coup, c'était pas obligatoire, mais je voulais le faire. J'ai pu prendre le temps de le faire parce que je sentais que ça avançait pas, donc j'ai pris le temps de le faire. J'ai appris plein de choses, ça a juste enrichi encore plus mon projet. Moi, je me suis sentie plus crédible. Aujourd'hui, je peux travailler aussi avec les équipes, donc au final, ça se passe encore mieux. Et aussi, ça m'a permis aussi d'approfondir, moi, mes connaissances sur les enfants et le monde de la petite enfance. Et je pense que j'aurais été moins crédible qu'aujourd'hui si j'avais pas eu autant de temps, en fait, pour discuter avec des familles quand ils viennent visiter la crèche ou autre. En fait, je me rends compte que j'aurais eu une année de moins. J'aurais été un peu courte sur certains sujets, quoi. Donc finalement, aujourd'hui, avec un peu de recul, et aussi parce que maintenant, ça fait quelques semaines que c'est ouvert, tu constates que l'expérience que tu as pu acquérir durant ces 2 ans, bon, ça aurait peut-être été un petit peu mieux si tu avais eu quelques mois en moins, mais finalement, c'est plutôt positif, ça te permet de te sentir vraiment compétente et installée dans ce que tu fais aujourd'hui. En fait, j'ai pu profiter de ce côté négatif du fait que ce soit long, parce que c'est long comme projet, parce qu'il y a eu le Covid, pour justement enrichir et en faire quelque chose de positif. Génial. Donc ça, c'est top. Alors du coup, justement, raconte-nous. Donc tu m'as raconté la dernière fois un peu au téléphone ces 2 ans qui ont été les montagnes russes. Moi, je sais que je guettais sur LinkedIn ton profil pour voir si je voyais apparaître ton nouveau statut. Alors je ne sais pas si tu l'as changé d'ailleurs, je pense pas. Si, tu l'as changé. Donc je regardais parce que du coup on échangeait plus trop et je croisais les doigts, j'espérais que ton projet avance. Et puis récemment j'ai vu que je crois que c'était sur Facebook que ça y est, c'était bon, c'était en cours d'ouverture. Donc ça a ouvert quand ? Au 1er mars. 1er mars, donc c'est tout récent. 2022, ouais. Ouais, super. Et donc ça a été 2 ans de travail acharné pour toi, de persévérance. Ouais. Raconte-nous cette période. Moi, je dirais que c'est même plus que 2 ans parce qu'en fait, j'avais déjà le projet quand j'étais enceinte et j'ai profité du congé maternité pour pouvoir confirmer que je voulais partir sur ce projet. Et 2 ans, hyper long parce que ouvrir une microcrèche, c'est super long, question administrative. Il y a eu le Covid. Du coup, c'est laborieux parce que plein de fois, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent créer des microcrèches mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc, je me suis pas mal formée. Je suis allée voir des personnes qui ont déjà des microcrèches. Je suis allée voir la chambre de commerce pour me former sur l'entrepreneuriat, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, beaucoup de fois, quand je tapais aux portes, on me disait ouvrez votre première et puis revenez après. Parce que je pense qu'ils ont vu trop de personnes qui veulent en ouvrir et qui ne vont pas jusqu'au bout.
Donc déjà ça c'est dur parce qu'on se dit les personnes qui devraient nous aider pour monter notre boîte, ils nous disent bon, en gros on vous laisse galérer de votre côté, vous allez jusqu'au bout puis vous nous rappelez une fois que vous nous prouvez que vous savez le faire, quoi. Je me dis mais personne fait ça normalement dans une entreprise, on ne vous dit pas ça, quoi. Donc ça c'était assez difficile. Ce qui est long, c'est qu'il y a énormément d'administratifs. Quand on crée une microcrèche, il y a des délais parce qu'il faut déposer un dossier de RP, il faut 4 mois pour que la mairie réponde. La PMI, après vous déposez le dossier de PMI, il faut 3 mois pour qu'il réponde. Donc avec ça, il y a 7 mois. Avant, il faut trouver un local avec un bailleur qui veut bien attendre 4 plus 3 mois au minimum. Ouais. Donc il y en a plein qui ne veulent pas. Juste cette petite anecdote, elle est assez intéressante, je trouve. De trouver ce lieu où tu avais les portes fermées à chaque fois. Ça, c'est typiquement des personnes qui m'ont fermé les portes, où j'appelais du coup les agents immobiliers pros pour dire je cherche un local de microcrèche. Donc encore une fois, c'est genre encore une. Et en plus, ils savent que les exigences de la PMI sont importantes. Et c'est normal, parce qu'en effet, c'est hyper réglementé, les mètres carrés des dortoirs et autres, donc on ne peut pas prendre n'importe quel local. Donc ils savent que c'est des dossiers qui vont être difficiles, que ça va être difficile à ouvrir, mais qu'en fait, une fois que c'est ouvert, ça tourne. Donc c'est trop bien pour un bailleur. Mais ce qui est difficile à accepter pour un bailleur, c'est que c'est pas sûr d'ouvrir et qu'il y a au moins 7 mois de délai, ne serait-ce qu'administratif, plus éventuellement des travaux et autres, si ça se combine pas bien. Donc en fait, il n'y a aucun bailleur qui veut bien attendre aussi longtemps, c'est hyper rare. Donc pareil, c'était ouvrez la première, puis vous nous rappellerez plus tard, quoi. Ouais. La question de tous les agents immobiliers, c'était est-ce que vous en avez déjà ouvert une ? Donc on voit que c'est une grosse barrière, quoi. Ouais. Donc ça c'est bien, ça fait bien tester le projet, mais oui, il y a eu beaucoup de portes fermées en fait. Mais donc tu as quand même fini par trouver. Et grâce à quoi ? Alors peut-être un peu du réseau, ça c'est possible. Après, parce que coup de chance, l'agent immobilier qui m'a proposé le local que j'ai appelé, en fait, sa femme a elle-même monté des microcrèches. Donc ça, c'était un super atout parce que du coup, il savait dans quoi il s'embarquait. Il a pu rassurer le bailleur du coup. Oui, et 2 fois, mille merci à sa femme d'avoir pris le téléphone et d'avoir rassuré le bailleur 2 fois de suite sur des sujets différents. Pour lui dire non mais c'est normal, une microcrèche ça fonctionne comme ça, c'est normal qu'il y ait ce délai, c'est normal qu'il y ait ces étapes-là, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, si on rentre dans le détail, c'est que le bailleur, non seulement je lui dis que je vais prendre le bail, mais dans X mois, donc lui en attendant il n'a pas de loyer, et qu'en plus je mets ce qu'on appelle les conditions suspensives dans le bail, c'est que si j'ai pas l'accord de la PMI, si j'ai pas l'accord de la mairie, je sors du bail. Donc lui, il n'a pas envie d'avoir quelqu'un comme ça. Après, il sait qu'une fois que j'ai ouvert, je ne vais pas partir parce que c'est tellement dur à ouvrir que je vais pas le planter, quoi. Mais du coup, heureusement, la femme de l'agent immobilier a pu 2 fois une fois rassurer le bailleur et une fois, elle m'a dépannée auprès d'un sujet administratif de PMI où je n'allais pas ouvrir la veille de l'ouverture. Et elle m'a super aidée, donc ça, c'est top, quoi. Ouais. Donc ça, encore une fois, persévérance... et détermination et ouverture, c'est-à-dire le fait d'en parler, finalement à un moment donné, tu rencontres la bonne personne qui te permet quand même d'avancer sur ce projet-là. En fait, c'est ce que je trouve super intéressant, c'est marrant, c'est en jouant au golf, alors rien à voir, je rencontre un monsieur et on discute parce que j'étais en école de commerce avec sa fille et il m'explique qu'en fait, quand il va rentrer, il va noter dans son petit carnet mon nom, mon prénom et comment il m'a connu et nos liens. Et en fait, ça m'est resté en tête en me disant mais c'est marrant de faire ça, en plus dans le cadre perso, quoi. Et en fait, j'ai gardé son truc et du coup, j'ai un fichier Excel où toutes les personnes que j'ai croisées depuis le début du projet, j'écris leur nom, leur prénom, leur contact, comment je les ai rencontrés et je me dis on ne sait jamais, on peut se rappeler à un moment ou des choses comme ça. Et typiquement, il y a des personnes que j'ai recontactées comme ça parce que je me souvenais que je les avais rencontrées pour une raison ou pour une autre. Alors, c'est pas forcément des demandes directes, mais parfois ça aide en fait de se dire ah oui, je me souviens, elle connaît telle personne, ça peut être utile. Et donc, du coup, quand tu racontes ça, je me dis waouh, beaucoup d'audace quand même, parce que c'est pas forcément évident d'oser demander, d'aller vers les autres. Est-ce que tu étais comme ça au départ ou est-ce que tu as l'impression que c'est le projet qui t'a aussi un peu amené à le devenir ? Non, je suis pas comme ça à la base parce que je préfère me débrouiller toute seule que demander de l'aide. Et j'ai toujours du mal à demander, j'aime pas du tout le réseautage, c'est pas du tout mon truc. Mais
Mais ça, c'est quelque chose que tu m'as appris aussi, de dire si tu le fais avec des bonnes intentions et avec les bonnes valeurs derrière, au final, je sais pourquoi je le fais. Appeler des personnes qui m'ont dépanné vraiment à des moments où je me suis dit mais je vais juste pas ouvrir la crèche alors que tout s'était super bien passé. Ouais. Avec le recul, franchement, ça s'est plutôt bien emboîté. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs sur l'ouverture de la crèche. Mais j'ai ce fameux papier que j'ai pas au dernier moment pour ouvrir la crèche, alors que c'est un nouveau papier que la PMI demande, la mairie veut pas le donner, on se dit mais je vais jamais m'en sortir. Et en fait c'est tout, j'étais un peu au pied du mur et j'allais pas ne pas ouvrir. Il y avait beaucoup trop d'engagement pour les familles. Ça voulait dire appeler les familles et leur dire je prendrai pas vos enfants au 1er mars. Et il n'y a pas de solution de garde. Donc c'est tout, à un moment on est au dos au mur et on se dit je vais demander de l'aide parce que il faut ouvrir. Il n'y a pas le choix. Et les vraies conséquences, au-delà de moi, entrepreneur financièrement et d'autres choses, c'est de se dire mais je fais quoi? Je mets mes salariés au chômage, j'appelle les familles pour leur dire que j'accueille pas leurs enfants alors qu'ils sont déjà stressés de les laisser pour la première fois. Donc c'est tout, en réfléchissant à pourquoi je le fais, bien sûr que je prends mon téléphone et j'appelle. Ouais. C'était pas juste pour dire je vais faire un peu de chiffre d'affaires en plus, quoi. Ouais, t'avais pas vraiment le choix et du coup ça a développé des ressources. T'as dû appeler des ressources que t'avais pas nécessairement au départ. Et finalement, qu'est-ce que t'en retires du coup avec le recul de ça parce que tu dis j'étais pas très réseau, j'aimais pas demander, et aujourd'hui comment tu vois les choses? En fait, je pense que c'est pas, il y a du, je vois toujours les extrêmes. Faire du réseau pour faire du réseau, c'est toujours pas mon truc et ça le sera pas, mais je comprends l'intérêt de le faire. Pareil, j'aime pas du tout le marketing. J'ai l'impression que c'est survendre des choses. Et en fait, c'est drôle parce que là, je suis en train de faire une formation sur le marketing digital où en fait, ils me disent mais t'en fais déjà plein du marketing, c'est juste que tu t'en rends pas compte. Donc c'est juste que voilà, c'est de se dire quelles sont les intentions derrière et pourquoi je le fais. Si les intentions sont bonnes et qu'elles correspondent à mes valeurs, en fait, je me rends compte que ça me dérange pas de le faire. Ouais. Tout dépend de la mission que tu portes, en fait. Exactement. Quand tu es rattaché à cette mission, à cet objectif, là, tout va bien, ça roule. Et c'est ça qui fait que tu arrives à avancer. Et alors, du coup, quand on avait échangé aussi, tu me disais que finalement, ça fonctionne un peu à l'envers dans le cas d'une ouverture de crèche. C'est-à-dire que le plus dur, a priori, c'est l'ouverture. Avant. Ouais. C'est ça? Je confirme. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'embûches sur le chemin, mais qui sont des embûches qui ne sont pas vraiment liées à ton projet à toi. C'est globalement, ça se passe la plupart du temps de cette manière-là pour ouvrir une crèche, et ça fait partie du jeu, parce que c'est ça aussi qui va faire qu'il y a une discrimination et vraiment on va retenir que les profils vraiment engagés. Donc là, on peut le dire, ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, raconte-nous, c'est quoi ton quotidien et comment tu vis les choses? Alors j'ai un quotidien qui ne sera pas le quotidien à terme. Là, c'est un quotidien encore un peu d'ouverture où je fais beaucoup de choses où à terme je ne le ferai plus. Typiquement, là je vais tous les matins à 7h du mat pour nettoyer le local parce que j'ai pas envie de prendre un prestataire de nettoyage tout de suite parce que ça coûte trop cher, que c'est pas bon pour ma gestion, enfin bref, voilà. Et que j'ai le temps de le faire. C'est quelque chose que je ferai pas à terme, par exemple. Donc il y a certains sujets comme ça où je fais des choses que je ferai pas à terme. Aujourd'hui, donc depuis le 1er mars c'est ouvert, donc depuis un mois maintenant, je suis beaucoup à la crèche physiquement. C'est une première micro-crèche, donc après j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc l'idée c'est pas d'y être toute la journée. Aujourd'hui je suis quand même beaucoup physiquement. Je passe du temps avec les enfants, ça me permet aussi de savoir comment fonctionne l'équipe. Parce que j'ai fait le choix de prendre que des CDI, ce qui n'est pas le cas souvent dans ces milieux-là. Moi j'avais à cœur de prendre des CDI, mais donc il faut que je valide bien l'équipe, donc c'est aussi l'intérêt de passer beaucoup de temps sur place. Ça me permet de voir aussi est-ce que j'ai bien aménagé la crèche, est-ce qu'il manque encore des jeux, des aménagements, des choses. Donc je suis quand même beaucoup sur le terrain avec les enfants et l'équipe. Et mon quotidien, il est aussi, je gère mes 40 000 sujets différents et ça c'est trop intéressant, et on avait vu ensemble que c'était ce qu'il me fallait aussi. Je peux changer la couche d'un enfant et une heure après, je suis en train avec le banquier au téléphone sur des sujets vraiment d'entreprise où je commande des jeux, où je commande les repas, enfin voilà, il y a plein de... C'est vraiment hyper varié. Donc ça c'est top parce que je suis beaucoup moins derrière mon ordi alors que je l'étais déjà pas trop en finance.
Et ce qui est sympa, c'est que je change de sujet, mais tout le temps. Et des sujets qui sont très terre-à-terre, des sujets qui sont très stratégiques, des sujets plus techniques, des sujets basiques de juste passer une commande de lait, parce qu'il faut que j'achète du lait pour les enfants. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, tu te sens stimulée intellectuellement par les différentes tâches que tu as à faire et tu as beaucoup de gestion de problématiques au quotidien, mais finalement, c'est quelque chose qui te plaît. Moi, ça me plaît et c'était ce qu'on avait vu sur mon profil, c'est que plus je me charge et plus je suis efficace et mieux ça me convient. Et plus je vais être performante. Là, ce qui est passionnant, c'est de passer de sujets hyper stratégiques ou très engageants, ne serait-ce que de passer des entretiens pour engager une équipe en CDI et se dire que ça y est, je vais être leur employeur officiel. C'est quand même des gros sujets. Et après, voilà, on peut commander des jeux ou d'autres choses et il faut commander les bons jeux pour les enfants avec les bons âges. Enfin voilà, c'est super intéressant de passer aussi à un moment de faire visiter la crèche à des parents qui sont du coup des clients. Donc il faut vendre la crèche et en même temps il faut être honnête sur ce qu'on fait parce que l'idée c'est qu'ils restent le plus longtemps possible dans la crèche. Donc trop intéressant de changer de sujets comme ça. Et même s'il y a des sujets où voilà, ça m'arrivait de laver les vitres du local à minuit parce que la PMI venait le lendemain visiter et que je me disais je peux pas laisser les vitres, elles sont sales. Ça paraît moins stimulant que ce que je faisais avant en finance où voilà, je me faisais mal intellectuellement. Mais en fait, je sais pourquoi je le fais, donc au final, c'est top. Et là où aujourd'hui, je me fais en fait au final beaucoup plus mal intellectuellement et ça me convient bien, c'est que j'ai beaucoup de sujets en même temps qui ont des échéances hyper différentes et pour autant, je suis obligée de les traiter en même temps. Et du coup, je trouve que c'est une belle problématique de gestion de projet, un peu de toile d'araignée, de se dire, faut pas que j'oublie tel sujet qui est l'urgence 0, mais si je commence pas ce sujet qui est pour dans 6 mois, je vais m'en plafonner. Donc c'est hyper intéressant de devoir tout gérer en même temps et ça j'adore. Et c'est ce qui me manquait justement dans mon métier d'avant. Et tout à l'heure tu disais donc tu avais une chose auquel tu tiens, c'est d'embaucher des personnes en CDI. Oui. Tu peux nous dire pourquoi c'était important pour toi ? En fait, il y a plusieurs problématiques dans la petite enfance. La difficulté dans les microcrèches, c'est d'ouvrir. C'est hyper difficile. Après, par la suite, trouver des familles et des enfants, si la crèche est bien, qu'elle a une bonne com et qu'elle est bien placée, ça se fait. Par contre, la grosse problématique, une fois que c'est ouvert, c'est le turnover des équipes. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est quand même difficile. Aujourd'hui, le taux d'encadrement, c'est 12 enfants pour 2 adultes. Donc il faut s'imaginer un adulte avec 6 enfants de moins de 3 ans. Personne ne le fait chez soi. Donc c'est difficile, même si tout est adapté pour et que c'est agencé pour et autres. Mais c'est quand même des métiers éprouvants. Pour autant, ils sont payés au SMIC. On ne peut pas les payer beaucoup plus, malheureusement. Parce que les microcrèches où le service à la personne, c'est hyper cher pour les personnes qui sont clients. Mais en fait, c'est pas assez cher pour payer bien les personnes. Donc c'est toujours un niveau qui est difficile à gérer. On ne peut pas les payer beaucoup plus, donc à un moment, il faut que les personnes elles se sentent bien dans leur travail. Ça, c'est indispensable pour moi, employeur, selon moi. Et du coup, j'ai essayé de trouver des solutions en me disant, c'est des métiers qui sont un peu précaires, donc je les embauche en CDI. Je ne veux pas de CDD, je les embauche en 35 heures. Je ne veux pas faire des contrats 20 heures comme on voit beaucoup, parce que comme ça, on optimise un peu mieux sa masse salariale. Là, je leur ai proposé comme il y a un prestataire de petite enfance qui livre tous les jours les repas des enfants, en fait, je fais livrer aussi les repas de l'équipe à la charge de l'entreprise pour qu'en fait, ils mangent équilibré et qu'ils n'aient pas à ramener leurs pâtes dans un tupperware parce que sinon, ils mangent mal. Donc voilà, j'ai essayé de trouver d'autres solutions en me disant, l'idée, c'est que l'équipe se sente bien. Si l'équipe se sent bien, les enfants se sentiront mieux. Et si j'ai moins de turnover, c'est génial parce que du turnover en petite enfance, on le voit, même les enfants qui sont hyper bien en crèche, on le sent, ils ont une période où ils sont pas bien, où c'est difficile et pour les parents c'est difficile. Donc ça, c'est un gros pan que je voulais travailler parce que c'est bénéfique pour tout le monde si l'équipe est bien et qu'elle ne change pas tous les 6 mois comme dans certaines crèches. Ouais. Donc en fait, il y a une période, j'imagine, où tu as regardé un petit peu les problématiques que pouvait rencontrer un directeur de crèche. Tu as identifié ce sujet-là qui était un sujet assez important et tu t'es questionné sur quels sont les leviers sur lesquels je peux jouer. Tu dis qu'effectivement, la partie rémunération, c'est un levier sur lequel tu peux peut-être un petit peu jouer, mais tu as une très faible marge de manœuvre.
Et donc, tu as réfléchi à d'autres solutions pour Ouais. faire en sorte que ton équipe se sente bien. Ouais. C'était important pour toi. Ouais. Ça fait partie des valeurs d'entrepreneur que tu souhaitais Ouais. vraiment mettre en avant. Ouais. Je trouve que aujourd'hui, je crois que ma plus grande satisfaction avec l'ouverture de la crèche, c'est d'avoir créé des emplois. Alors, je pourrais dire que c'est d'avoir des enfants épanouis et tout ça, et ça, c'est sûr, mais je me rends compte que c'est une vraie satisfaction de me dire si j'avais pas persévéré dans ce projet, j'aurais pas créé des emplois. Et ça, je trouve ça juste génial. Après, ils méritent leur salaire et ça n'a rien à voir, hein, mais je trouve ça cool de me dire qu'il y a des personnes, je leur ai créé leur poste, donc ça, c'est top. Et moi, l'idée, c'est qu'elles se sentent le mieux possible parce que je sais ce que c'est de ne pas être hyper épanouie au travail. J'ai jamais été mal au travail, mais pas hyper épanouie. Et je trouve que on y passe mine de rien, même 35 heures par semaine, c'est énorme. Donc il faut que la personne soit bien et ça, je trouve ça important. Et en plus, c'est bénéfique pour les enfants et pour l'entreprise, donc c'est top. Donc ça, c'est un vrai sujet important pour moi, quoi. Ouais, donc ça faisait partie des gros sujets à traiter. Oui. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui était important pour toi, majeur à considérer quand tu as créé ton projet? Parce que il me semble que tu avais planché quand même pas mal dessus en amont. Oui, alors il y a eu plusieurs sujets. Alors il y a des sujets que j'ai écartés. Au début, je voulais créer les micro-crèches en lien avec les personnes âgées. Il y avait des valeurs comme ça, vraiment, de me dire il y a quelque chose à faire au niveau social, au niveau des crèches, au niveau de beaucoup de choses. On sait aujourd'hui l'intérêt de mélanger petite enfance et personnes âgées, qu'il y a beaucoup de similitudes, que c'est en fait beaucoup plus facile que ce qu'on y pense. Ça, c'est des sujets comme ça, malheureusement, je les ai mis de côté pour l'instant parce que hyper dur de créer une crèche. Alors, créer une crèche dans un EHPAD, c'est encore pire. Donc voilà. Il y a d'autres sujets, par contre, qui étaient hyper importants pour moi. C'était de faire quelque chose d'éthique aussi, environnemental. Ça, je ne l'ai pas lâché. Donc, on propose des couches 100% bio. On propose les repas au maximum bio. On fait hyper attention, je fais hyper attention à ce que j'achète. J'essaie d'acheter des jeux français. Alors, pas toujours, parce que malheureusement, ça ne correspond pas au budget d'une micro-crèche non plus. Mais j'essaie vraiment de faire attention à ce que j'achète, comment je le fais acheminer, que les produits soient les plus sains pour les enfants, qu'il n'y ait pas trop de perturbateurs endocriniens. Typiquement, Ikea est banni de tes achats. Voilà, alors que franchement, ce serait facile et ce serait tellement moins cher. Mais c'est pas bon pour les enfants parce qu'il y a trop de perturbateurs endocriniens. Même dans les jeux en bois, en fait, il y a des vernis où ils le mettent à la bouche, c'est pas bon. Donc voilà, tout ça, c'est hyper important. Ça demande du temps. Ça fait que j'avais pas tous les jeux à l'ouverture. Il m'en manque encore maintenant. Mais au final, on regarde aussi avec l'équipe. Ça fait partie aussi des choses que je voulais avec l'équipe, c'est que j'aurais pu tout acheter en amont. Et j'ai volontairement choisi de ne pas le faire. Comme ça, la directrice qui arrivait 15 jours avant l'ouverture, un des premiers sujets, c'était qu'on choisisse les jeux ensemble. Tu voulais les impliquer aussi. Les impliquer, en disant puis, je ne suis pas à l'abri de faire une erreur. Et elle, ça l'implique aussi dans la crèche. Bon, résultat, il n'y avait pas tous les jeux à l'ouverture, mais les parents le comprennent aussi. Donc au final, c'est bien comme ça. Ouais. Finalement, c'est une opportunité de créer autre chose et puis de voir aussi dans le réel ce dont vous avez besoin plutôt que d'anticiper des choses. Il y a des choses où je me serais trompée, il y a des choses que j'aurais oubliées, où j'aurais plus eu le budget pour les acheter. Donc au final, c'était très bien. Mais par contre, ça demandait de la pédagogie auprès des familles et de l'accompagner et de dire pourquoi tout n'est pas en place et tout n'est pas prêt le jour de l'ouverture. Donc communiquer avec les parents. Justement. Et l'équipe aussi. Et donc justement, c'est intéressant ce sujet des parents. C'est vrai que quand on entend des professeurs des écoles parler de leur métier, souvent ils parlent surtout de leurs difficultés à gérer la relation avec les parents. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, c'est ce que tu observes ou est-ce que finalement, non, pour toi, c'est assez facile de gérer la relation avec les parents? Je dirais pas que c'est facile parce que ça reste un des sujets, je trouve, les plus difficiles parce que laisser son enfant, surtout quand il a quelques mois, qui peut pas vous raconter ce qui se passe, en fait, tous les parents sont stressés, même quand c'est le deuxième, troisième, ou même si c'est des parents cool. J'ai pas encore vu une maman qui a pas eu les larmes aux yeux en sortant, même si elle était contente d'aller au travail. Donc c'est quand même une étape qu'il faut super bien accompagner. Et c'est là où le fait que j'ai voulu être psychologue à un moment, c'est pas incohérent parce que c'est vraiment des sujets que j'aime bien, mais je dirais pas qu'ils sont faciles. Ils demandent pas mal d'énergie. Et ce qui est un peu particulier, c'est que c'est une relation
Eux, ils sont un peu dépendants de nous parce qu'en gros, trouver une place en crèche, c'est difficile. Donc, si la crèche ne vous plaît pas, c'est pas si facile d'aller en trouver une autre. Donc, ils sont un peu dépendants de nous. Nous, on a aussi besoin d'eux. C'est quand même une relation client, mais en même temps, c'est tellement plus que ça parce qu'on s'occupe de leurs enfants toute la journée. On les voit plus que réveillés, donc c'est une relation de confiance. Donc, je dirais pas que c'est facile parce que c'est vraiment la relation la plus complexe, je trouve. Plus que travailler avec l'équipe. C'est vraiment la plus complexe, c'est de voir les parents. Eux, ils voient quoi 10 minutes de la crèche dans leur journée, alors que nous, on s'occupe de leur enfant 10 heures par jour. Donc, c'est très particulier. Mais je trouve ça passionnant. Ouais. Et j'imagine que ton expérience de mère, elle est hyper intéressante pour comprendre ça, justement. En fait, je leur parle, de mon point de vue, je leur parle quasiment qu'en tant que maman. Et très peu en tant que responsable d'entreprise. Et j'aime pas du tout prendre cette casquette. Et eux aiment pas que je la prenne. Et je m'en rends bien compte. Donc au final, moi, je leur parle beaucoup plus en tant que maman qu'autre chose. Mais par contre, dans mon quotidien, je réfléchis en tant que professionnelle de la petite enfance. Donc c'est rigolo parce que du coup, ça demande beaucoup d'agilité de ne pas parler de la même manière aux professionnels. Parce que je sais justement, quand je suis allée voir mon banquier, là, j'avais pas du tout la casquette de maman, mais vraiment pas. Donc c'est intéressant de devoir vraiment changer. Je sais qu'avec la PMI, il faut pas parler chef d'entreprise, c'est pas possible, ça va pas passer. Enfin, donc c'est rigolo de devoir s'ajuster comme ça. Et c'est ça justement qui te stimule intellectuellement. Ouais. Parce qu'une de tes grandes qualités, c'est l'adaptabilité. Ouais, tu la reconnais, cette et de savoir s'adapter fort au type de famille aussi. Je trouve que c'est... typiquement, quand il y a une famille qui vient par exemple visiter la crèche, honnêtement, la crèche elle fait 150 mètres carrés, on pourrait faire le tour en 5 minutes. En fait, on met 1 heure en moyenne parce qu'on parle de plein de sujets. Et selon l'âge de l'enfant, selon le type de famille, on sent bien qu'il y a des sujets qu'il faut approfondir, qu'il y en a d'autres qu'il faut lâcher. Il y en a d'autres, il ne faut même pas les aborder maintenant parce que c'est beaucoup trop tôt. Donc c'est intéressant justement de devoir s'adapter, adapter le discours en fait en fonction de la personne qui est en face. Alors, du coup, Marine, si tu avais un conseil à donner à la Marine d'il y a 4 ans, tu lui dirais quoi ? Alors, je ne changerais pas grand-chose à ce qui s'est passé. Mais par contre, je crois que je me dirais à moi-même que c'est normal d'avoir des moments où on est vraiment bas. On est vraiment dans le doute, où on est vraiment moralement pas positif et avec une estime de soi qui est un peu négative aussi. Et qu'au final, c'est normal. Et parce que je trouve que l'expérience de ce projet-là, elle m'a emmenée dans le négatif plus que ce que j'ai vécu en tant que salariée. Et en fait, après coup, je me dis, mais c'est tellement normal. Et je pense que si on me l'avait plus dit, je l'aurais mieux accepté ou je l'aurais mieux vécu plutôt que me dire, je suis vraiment nulle, j'y arriverai pas. Quoi. De dire, c'est tout, il y a des moments où c'est un peu plus dur. Et il y a des moments d'euphorie qu'on n'a pas autrement non plus. Et donc, c'est juste que c'est des très grosses extrêmes et c'est normal de les avoir. Ouais, donc tu remarques aujourd'hui avec le recul que ces moments difficiles font partie du processus. Finalement, c'est ça aussi qui rend le projet exaltant parce qu'il y a des moments négatifs, mais il y a des moments aussi extrêmement positifs. Et c'est le jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. Donc c'est un conseil que tu pourrais donner plus largement aux personnes qui souhaitent entreprendre. Oui, et d'ailleurs j'ai oublié de ramener un truc. J'ai mon conjoint qui m'a offert un petit cahier qui est trop bien. C'est un agenda en fait de l'année où en fait on peut écrire 4-5 lignes par jour sur 5 ans. Et du coup là c'est marrant parce qu'en fait j'en suis à 2 années et du coup quand je vais écrire par exemple la page d'aujourd'hui, je vais pouvoir voir ce que j'ai fait exactement le même jour l'année d'avant et l'année encore avant. Ah, génial. Et en fait, ça, c'est trop génial parce qu'en fait, je recroise exactement où j'en étais il y a 1 an, où j'étais vraiment dans le dur. Et il y a des moments où je vois des trucs super négatifs, où j'ai écrit des choses sur 4-5 lignes et je me dis, mais c'est génial parce que j'étais vraiment dans le bas. Et en fait, là, j'ai quand même ouvert, quoi. Et il y a quelques jours, donc mon conjoint, je lui ai offert le même. Il y a quelques jours, il m'a envoyé un message en disant il y a pile 1 an, on visitait ton local avec Jean, un ami qui m'a aidé qui est dans le bâtiment. Et donc, c'est trop bien de repasser ce truc-là. Et donc, ça, je trouve que c'est un bon outil concret. C'est un peu dur quand les journées sont difficiles d'écrire, mais ça fait du bien aussi. Mais de repasser dessus 1 an après, c'est génial. Ça me fait penser, je me souviens qu'après le bilan, tu venais me voir quand même 1 fois tous les 2 mois ou 3 mois. Et en fait, à chaque fois, tu me disais,
tu me racontais où tu en étais et en fait tu ressortais en étant contente parce que tu te rendais compte finalement que tu avais fait plein de choses. Ouais. Parce qu'au quotidien, parfois j'imagine que tu as l'impression de pédaler un peu, ça n'avance pas assez vite, etc. Et le fait d'avoir ces moments, ces rendez-vous-là, souvent du coup tu me racontais tout ce que tu avais fait pendant ces X semaines et tu me disais « Ah, ça fait du bien parce que je me rends compte que j'avance » et ça te boostait le moral. Ouais, parce que je pense que j'ai un côté un peu travail humain et que j'avais l'impression de ne pas bosser autant. Parce qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui que je travaille beaucoup, mais je ne travaille pas pour moi, en fait. Mais en fait, je me rends compte que je passe quand même beaucoup d'heures, et bien plus qu'avant, dans ma journée à bosser, même le soir et tout ça. C'est juste que j'ai l'impression que ce n'est pas du travail. Donc je pense qu'à l'époque, je travaillais moins qu'aujourd'hui, mais parce que ça n'avançait pas trop. Mais qu'en fait, je travaillais sans m'en rendre compte. Donc ça, c'était top. Et ce qui était difficile dans le projet, c'est que comme la crèche n'ouvrait pas, elle a mis 2 ans à ouvrir, on a l'impression de ne pas avancer. Et je trouvais ça frustrant, même en discutant avec des copains qui ont commencé leur projet entrepreneurial après moi et qui, 3 mois après, avaient créé leur entreprise. Et je me disais, mais c'est nul, quoi. Et en fait, ils avaient juste créé des statuts et eux, ils rentraient dans le dur derrière, quoi. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir faire un point d'étape, de se dire ok, j'ai quand même fait plein de trucs et ça avance. Parce que le dénouement, il a été super long. Ouais. Et alors le nom de cette crèche? Elle s'appelle Aux Heures Douces en 3 mots. Aux Heures Douces. Pourquoi? Parce que je voulais pas un nom un peu niais qu'on voit beaucoup dans la petite enfance. Et que ça véhicule pas mal de valeurs qu'on a dans la crèche, qui est beaucoup d'éveil à la nature. Mon critère, c'était de trouver une crèche avec jardin, c'est quasiment mission impossible. Et j'ai pas lâché là-dessus, donc ça c'est top. Et parce que l'idée, c'est que les enfants ils soient bien, c'est le critère principal en fait. Ouais. Après, on peut faire de l'anglais ce qu'on veut, mais l'idée c'est qu'ils se sentent bien. Tu avais quelques fondamentaux, on va dire, que tu n'as pas lâchés, c'est ça? Oui. Ouais. Et sur lesquels ça t'a permis de garder le cap pour prendre tes décisions. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai présenté mon projet à une commission de financement, avec des gros entrepreneurs, où j'ai pitché justement la crèche pour avoir des assurances de prêts, de choses comme ça, ou des financements, des prêts d'honneur. J'ai des personnes qui ont levé eux-mêmes les points en fait, qui étaient vraiment le cœur de ma crèche. En disant, si vous en ouvrez d'autres avec tel critère, ce sera vraiment votre marque d'entreprise, quoi. Et je me suis dit, mais génial, parce que c'est exactement ce que je voulais, ce que je veux. Donc, comme quoi, c'est assez clair au final quand on en parle. Et alors, pour finir, tu nous as déjà un peu dit que à terme, tu aimerais en ouvrir une autre. Tu sais quelle échéance, comment tu vois les choses pour la suite? Oui, alors j'aimerais pas en avoir trop, parce qu'aujourd'hui, ce que j'adore, c'est la flexibilité que j'ai dans mon travail. Tu m'avais aussi montré ce pan-là que j'avais pas vu du tout en se lançant dans ce projet, c'est que voilà, je suis libre de mes horaires, j'ai pas de personne à retrouver au bureau. C'est super pour ma vie de famille aussi. Ça me permet d'avoir plus de flexibilité en tant que maman, c'est juste trop bien. Si j'ai trop de crèches, je vais rentrer malheureusement dans ce truc-là. J'aimerais bien en avoir plusieurs quand même. La suivante, c'est assez simple, c'est que le banquier m'a demandé d'avoir un bilan complet avant de revenir le voir et qu'après on pourra en ouvrir 2 dans l'année s'il fallait. Donc voilà, l'idée ce serait de commencer à chercher un nouveau local vers octobre-novembre, sachant que je sais que ça prend beaucoup de temps. Ça devrait prendre moins de temps, mais ça va prendre quand même plusieurs mois pour l'ouvrir. D'accord. Bon, c'est super, merci Marine pour ce témoignage, hyper intéressant. Puis on se retrouve pour parler de la deuxième crèche du coup. C'est vrai, on peut, ouais, carrément. À bientôt Marine. Merci Émilie.